Bonjour Monsieur Sora. Bonjour. Donc je crois qu'on ne vous présente pas, c'est pas la peine. En tout cas, non, ça dépend à qui tu t'adresses. Oui, mais... c'est vrai, bon, vous êtes un grand intellectuel, sociologue, qui a prévu pas mal de choses et qui a écrit le livre Comprendre l'Empire, dans lequel on voit qu'il y a pas mal de choses qui sont écrites et qui se réalisent. Oui, ça c'est vrai que je sais pas si je suis un grand intellectuel, c'est comme ça qu'on peut, ouais. Mais Comprendre l'Empire, que j'ai sorti en 2011, qui s'appelle Demain la gouvernance globale ou la révolte des nations, explique, analyse et annonce pas mal de choses qui semblent aujourd'hui confirmées par les faits. Voilà, donc il y a les idées et puis il y a les faits. C'est toujours bien quand les idées et les faits rentrent en cohésion. Il y en a beaucoup qui parlent. Bon, bref. Alors, donc, Alain Soral, la France va mal, le peuple proteste dans la rue. Il ne revendique plus la suppression de certaines taxes ou le rehaussement du niveau de vie, mais un changement des institutions. Alors comment analysez-vous ce malaise? La question est bien construite. C'est vrai qu'au départ, on a des gens qui rentrent dans une colère qui ressemble à une jacquerie, c'est-à-dire qui n'est pas prise en main par les syndicats, ce que j'appellerais l'opposition contrôlée. Et au départ, c'est parce que le gouvernement, sûr de lui et dominateur, le gouvernement mené pas par Macron directement, mais par son Premier ministre, annonce toute une série de mesures qui aggravent encore la fiscalité indirecte, qui est d'ailleurs la plus lourde, sur deux catégories de Français, les salariés précaires, on peut appeler le prolétariat, pour reprendre des termes qui fonctionnent quand même encore contrairement à ce qu'on croit, et la petite bourgeoisie entrepreneuriale. Donc là, on a une colère populaire de deux classes sociales qui sont rarement associées, c'est-à-dire le prolétariat et la classe moyenne. J'expliquerai d'ailleurs, si je voulais creuser, que ces deux classes sont rarement associées parce que tous les manipulateurs politiques s'arrangent toujours pour les opposer. Parce qu'en réalité, quand ces deux classes sociales s'associent, ça opère, je dirais, un saut qualitatif de type révolutionnaire. Et c'est pour ça que c'est intéressant en ce moment, parce qu'il y a des salariés et des petits patrons ensemble qui se soulèvent d'une certaine manière contre une surfiscalité totalement injuste, qu'on essaye de leur coller avec un baratin écologique complètement insupportable, et cette colère prend à revers en fait le pouvoir macronien, qui pensait, après avoir maté la grève des cheminots et après avoir été élus, qu'ils allaient pouvoir achever la thatchérisation de la France, puisqu'en fait, quand on a vu l'élection de Macron, on pouvait être déprimé en disant ça va à rebours de tout ce qu'on est en droit d'espérer et de tout ce qui est nécessaire pour la France. C'était vraiment le pire qui a été élu. Et puis finalement, avec 1 an et demi de décalage, on a le même phénomène en France qui s'est opéré en Italie avec le duo Liga, Mouvement 5 étoiles. La même chose qui s'est opérée aux États-Unis avec l'élection imprévue de Trump. La même chose qui s'est opérée en Angleterre avec le Brexit. La même chose qui s'est opérée même en Turquie avec le revirement anti-américain et anti-israélien même aujourd'hui d'Erdogan. Donc on voit que la France s'est réveillée la dernière, mais comme souvent, c'est elle qui va le plus loin. Donc en fait, on peut aussi à nouveau être fier d'être français et que la France ne soit pas réduite à la cuisine et à la mode, qui était quand même insupportable depuis quelques années. On expliquait en gros que l'avenir de la France, c'était le tourisme, c'était d'accueillir les touristes et d'apprendre à les servir avec le sourire, ce qu'on ne sait pas faire d'ailleurs, parce que servir avec le sourire, c'est quand même un truc de peuple dominé, ce qu'on n'était quand même pas totalement jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Donc, insurrection, inattendue, non prise, non contrôlée par ce qu'on appelle l'opposition contrôlée, justement, c'est-à-dire les syndicats, les partis, et qui très vite, au départ, une colère sur une surtaxation qui devait arriver au 1er janvier, qui est insupportable pour des gens qui ont vraiment du mal à finir les fins de mois, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des revendications sociétales sur le problème des gays ou de la PMA, ou du problème du harcèlement des femmes dans les transports en commun, toutes ces arnaques sociétales qui étaient que le faux pouvoir de gauche, en plus originellement, a mis en place pour cacher la question sociale, parce qu'en fait, la politique réduite au sociétal, ça se met en place en France à partir de 83 et le virage de la rigueur, pour ne plus parler du rapport capital-travail. C'est-à-dire, c'est la politique systématique de défense des soi-disant minorités. Alors les femmes, les jeunes, les immigrés, etc. Modélisé d'ailleurs sur la minorité, en réalité minorité agissante qui se fait passer pour une minorité opprimée, qui a mis en place ce système de domination, qui est la communauté... La communauté 5 lettres.
Voilà, la communauté dont on n'a pas le droit de parler. Ouais. Voilà, dont on n'a même plus le droit de parler l'Action française, je crois d'ailleurs. Bah, au CRAF. Ça s'appelle le communautarisme victimaire, n'est-ce pas? Oui. Hein, ou dit en termes plus populaires, la pleurniche qui rapporte. Vous voyez, donc on est en train de sortir brutalement de tout ce système de mensonges et de domination. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une souffrance économico-sociale très profonde et un énorme mensonge idéologique. Et les deux ensemble, c'est très explosif. Et les Gilets jaunes incarne cette double colère. On en a marre du baratin et on souffre. Voilà. Et ça, je dis, salarié, petit patron, et, surtout, et province, campagne, parce qu'il ne faut pas voir que les villes. Et on est dans quelque chose de pré-insurrectionnel, d'autant plus que plus le mouvement dure, plus on va dire que les fragiles, les légers, finalement, dégagent. Ceux qui étaient que sur des revendications salariales ou qui se sont laissés un peu abuser par le tous unis face aux menaces terroristes islamiques et ce genre de choses. Hein. Et un noyau dur se renforce de plus en plus, qui demande bien plus que des augmentations de salaire, qui demande la démocratie participative plutôt que représentative, qui est une escroquerie, hein, qui est une fausse démocratie, qui parle de ce terme, ces trois lettres là, RIC. Oui, le référendum d'initiative citoyenne. Et là, on a tout le travail qu'avait fait Étienne Chouard depuis des années, avec qui d'ailleurs j'avais pas mal échangé à une époque, mais qui a été tellement diabolisé, le pauvre, qu'il s'est éloigné, parce que quiconque pose des questions sérieuses se fait traiter d'extrême droite depuis des années, et d'ailleurs pas d'extrême gauche. C'est intéressant de voir que, comme le dit d'ailleurs un économiste libéral là, qui est assez bon, qu'on relaie régulièrement, et qui dit c'est une révolte de droite. C'est vrai que c'est une révolte de droite sur les valeurs, hein, mais sinon c'est une révolte sociale. Donc après, de savoir si elle est de gauche ou de droite, ça dépend des définitions qu'on donne à la gauche et à la droite. À mon avis, elle est gauche du travail et droite des valeurs. Elle est assez ER, c'est ça. C'est là où je suis assez content, c'est qu'aujourd'hui, naturellement, un mouvement explose en France, qui est exactement sur la ligne que j'avais apportée au Front National en 2007. Et là je dis, si Marine était restée sur cette ligne sans partir sur l'anti-islamisme et se retrouver dans des manifs encadrés par la LDJ, elle serait aujourd'hui, comment dirais-je, totalement légitime pour incarner cette colère. Alors que là, finalement, ça l'a pris à rebours, ça l'a pris à revers, c'est-à-dire qu'au moment où elle était partie dans le national-sionisme, et finalement la ligne qui est plus la ligne de son père d'ailleurs est validée, hein, c'est-à-dire la vraie colère sociale. Et finalement, ce qui est assez même, je dirais, injuste et immoral, c'est c'est elle qui va tirer les marrons du feu le plus électoralement de ce qui se passe, alors qu'elle n'était plus du tout sur cette ligne, et qu'elle avait trahi cette ligne. Hein. Mais, pareil, les gilets jaunes, là, qui sont de plus en plus politisés et sérieux, se foutent totalement ces élections. On voit bien que tout le système essaye de se sauver en disant il faut aller aux élections, parce que le Front National, enfin le Rassemblement National, pense qu'il va un peu tirer les marrons du feu. Mélenchon court derrière, mais ça ne marche pas, ce qui est assez bon signe. Ce mouvement de travailleurs adultes gilets jaunes ressent bien que la France insoumise, c'est pas leur monde. On est plutôt sur des profs, des gens du tertiaire, des métiers de service, etc. Et on a aujourd'hui un pouvoir qui est en grave difficulté, qui demande à tout, je dirais, à toute la famille politique unie, c'est-à-dire syndicats de gauche, de droite, hommes politiques de gauche et de droite, de se tenir les coudes pour tous se sauver en même temps, parce qu'ils sont tous en danger en même temps, et qui essaie de dire on va aller aux élections, comment dirais-je, la solution passera par le dialogue et les urnes. Et si vous vous rappelez de mon slogan il y a quelques temps, j'avais dit le salut ne passera pas par les urnes, mais par les burnes. Et en fait, les gilets jaunes, c'est ça. En fait, on redécouvre le Gaulois en colère en France. On redécouvre qu'il y a encore des hommes, on n'a pas juste des gays et des baptous fragiles et des métrosexuels des villes. On voit très bien la différence entre les gilets jaunes, Ruffin et des types comme ça. Et pour moi, je suis à nouveau très très fier d'être français, parce que la France est à nouveau à l'avant-garde d'une de ses spécialités, qui est la politique. Il ne faut pas oublier, le printemps des peuples, on est quand même le peuple de la pensée politique. Et ça me fait penser un peu à la finale de la Coupe d'Europe de football à l'époque où Trezeguet avait marqué après les arrêts de jeu, et finalement on avait battu les Italiens in extremis. Les Italiens nous avaient donné une leçon quelque part de virilité politique avec l'alliance Salvini, mouvement 5 étoiles, et finalement on a repris la main là. On est quand même, aujourd'hui, le monde entier regarde les Gilets jaunes, et le monde entier applaudit au courage politique du peuple français. C'est vraiment, là, le peuple, c'est le retour du peuple, vraiment. Ok, merci beaucoup. Bon, quelles sont les solutions pragmatiques que les Français et la France doivent adopter pour redresser le pays?
Ah bah là, je crois que tout est sur la table. C'est déjà sortir de l'Union Européenne, parce que c'est comprendre que Macron n'a absolument pas les moyens de répondre aux questions qu'on lui pose et de donner ce qu'il devrait donner, et qu'en fait, c'est pas juste savoir de combien il va augmenter le SMIC ou s'il va réintroduire l'ISF ou pas, c'est que il faut finalement, il faut appliquer quelque part le programme que Jean-Marie Le Pen proposait il y a déjà 20 ans, sortir de l'Union Européenne, le référendum d'initiative populaire qui est devenu référendum d'initiative citoyenne, chasser toute une classe parasite médiatique et politique. Il ne faut pas oublier que tous ces gens-là, même Mélenchon, sont des gens qui n'ont jamais travaillé, ce sont des purs parasites qui coûtent très cher. Et puis aussi désigner le vrai ennemi qui est le capitalisme financier mondialiste et parasitaire. Et on voit bien que les Gilets jaunes aujourd'hui parlent d'oligarchie mondialiste, parlent de la finance apatride. Il y a un petit parfum années 30, plutocratie. Tant mieux. En tout cas, oui, on n'est plus sur des conneries du petit jeu politique qui nous est imposé, on va dire, depuis Mitterrand. Parce que là, vous voyez bien qu'il y a une espèce de fausse d'auto-alternance gauche-droite qui nous empêchait de parler des vrais sujets, et notamment où c'était patron, travailleur, vous voyez, alors qu'aujourd'hui il y a beaucoup de patrons qui sont des travailleurs et certains travailleurs qui ne travaillent plus beaucoup. Et là on est repassé sur du dur et du sérieux, et on voit bien que ça terrifie la classe politique, la classe médiatique et certaines minorités agissantes qui, le point commun de ces gens-là, c'est que ce sont des bénéficiaires de la mondialisation, alors que les autres sont des victimes de la mondialisation, qui commencent à avoir la trouille. Et là, je parlerai non pas de Maurras, mais je dirais de Sorel, la question de la violence légitime, et puis aussi l'idée forte de la grève générale. Je ferai remarquer d'ailleurs de ce point de vue-là que le patron de la CGT, Martinez, est un briseur de grève, c'est-à-dire qu'il a appelé encore une fois à des grèves sectorielles la veille du mouvement Gilets jaunes, c'est-à-dire que les syndicats de gauche, au lieu de s'associer à la colère populaire des Gilets jaunes, jouent en fait les casseurs et les briseurs de grève au service du pouvoir et du maintien du pouvoir. Donc c'est une énorme épreuve de vérité, les Gilets jaunes. Ça permet de voir que tous ces partis sont illégitimes, que ce soit d'ailleurs le Rassemblement National ou la France Insoumise, bon les autres, j'en parle même pas, ils sont grotesques, et les syndicats, le rôle que jouent les syndicats depuis des années et des années, d'accompagner la thatchérisation de la France. Et puis aussi, cette idée qu'on a cru avec l'élection de Macron, enfin, l'oligarchie a cru avec l'élection de Macron qu'on était enfin arrivé à la liquidation de l'État-providence à la française, de la spécificité française et de la vision française de la politique sociale. Je dirais, Attali pensait qu'enfin les nations allaient être des hôtels, d'une certaine manière, et là il se rend compte que non, le peuple français a des fondamentaux, et il n'acceptera pas d'être traité comme le prolétariat anglais. Et ça, c'est très rassurant. La France n'est pas morte. Voilà. Okay. Alors quel est selon vous le rôle des sociétés secrètes, des groupes de pression et des médias dans l'exercice du pouvoir par le pays légal? Oui, large question. Oui, bon, là on peut se faire plaisir. On voit bien effectivement que c'est toute la nuance démocratie participative, démocratie représentative. Les gens qui sont censés représenter les différentes catégories de la société française, comment dirais-je, sont là pour les flouer d'une certaine manière, appartiennent à une même oligarchie, et on voit très bien que c'est le monde de la finance, les réseaux maçonniques, de gauche et de droite, alors c'est peut-être ce qu'on peut appeler les sociétés secrètes, et qu'en fait, pour bien comprendre cette disjonction totale entre le peuple de France et ses élites soi-disant représentatives, qui ne représentent en fait qu'elles-mêmes et leurs intérêts, on voit bien que ces gens-là font tous allégeance au grand capital international, c'est-à-dire grand patronat, grande banque, et au réseau maçonnique de gauche ou de droite. L'exemple parfait, c'est Mélenchon, qui est pris entre des tentations d'oriotiste, parce qu'il aimerait avoir un destin national révolutionnaire, et en même temps qui se fait rappeler à l'ordre en permanence par les loges, dont il est issu, puisque c'est un cacique du Grand Orient, et ça c'est assez, je veux dire, c'est aussi un marqueur, c'est qu'en ce moment, avec ce qui se passe, on va pouvoir parler effectivement, on va pouvoir être complotiste. Moi j'ai une phrase, c'est « je suis complotiste, je ne suis pas Charlie ». On a tout à fait raison de l'être. Et effectivement, on peut parler d'une certaine plutocratie, on va dire mondialisto-maçonnique, n'est-ce pas, qui nous rappelle un peu les 4 États confédérés, dont je crois qu'on n'a plus le droit d'en parler maintenant. Il n'y a plus que 3 États confédérés d'après dans le nouveau... l'AF, mais celle qui se dit être AF, mais non, enfin, il y en a toujours 4. Ce qui est intéressant chez les Gilets jaunes, et moi c'est ce qui m'a toujours intéressé en politique, c'est que ça peut...
on peut concilier Maurras et Marx. Et moi, ça a toujours été ma double lecture. Hein. Ok, ça c'est intéressant. On peut. Alors quel message adressez-vous aux Français? Parce que là vous avez un message aux Français. Le message il est simple. Il faut tenir, parce que comme je l'ai dit dans une de mes, je crois que c'était Soral répond là, j'ai dit si le peuple de France tient et se laisse pas manipuler par des phrases typiques en gros il faut dialoguer. Un politique qui veut dire il faut qu'on dialogue, ça veut dire je vais encore essayer de t'enculer. C'est ça que ça veut dire. Il y a pas de dialogue. On est dans une nouvelle. On est dans de la lutte des classes, faut pas oublier, même si elle n'est pas la lutte des classes du siècle dernier. On est dans un combat de classes radical où il y a des gens qui doivent rendre l'argent et rendre le pouvoir, rendre l'argent et rendre le pouvoir. Donc là, il y a la question de la dette, évidemment, des intérêts de la dette, du rôle de la BCE, etc. Et le message, c'est il faut absolument que les gilets jaunes tiennent. Et pas seulement à Paris, parce que Paris ça attire toute l'attention. Mais moi hier j'étais dans les campagnes, à chaque rond-point il y a un groupe de gilets jaunes qui tient c'est le village gaulois, qui tient le terrain, qui tient le pays réel. Voilà. On a eu du pays réel contre le pays légal, c'est-à-dire l'Élysée et la place Beauvau face au terroir français en révolte. Et il faut qu'ils tiennent parce que, comme je l'ai dit dans ma vidéo, au bout d'un moment, les forces de maintien de l'ordre, les forces de l'ordre rallieront les gilets jaunes, parce qu'en réalité elles sont beaucoup plus près, je dirais émotionnellement et structurellement et économiquement, des gilets jaunes que du pouvoir qui leur donne des ordres et qui les paye mal et qui les méprise depuis des années. Il ne faut pas oublier qu'il y a un effondrement, je dirais, de la qualité de vie de la classe moyenne et du prolétariat, mais aussi un effondrement de la qualité de vie des corps constitués. Police, gendarmerie, pompiers, ils sont maltraités, mal payés. Et d'ailleurs, le plus fort taux de suicide en France, c'est les paysans et la police. C'est très très symptomatique. Donc, si les gilets jaunes tiennent et ne se laissent pas avoir par les médias qui leur parlent de dialogue et qui les invitent chez Hanouna, et si se fait bien le tri entre les radicaux des gilets jaunes et les gilets jaunes qui n'ont pas tout compris, que cela rentre chez eux, c'est pas très grave. Une révolution ne se fait pas sur les masses en réalité. Elle se fait sur des avant-gardes révolutionnaires très structurées et qui ont un but. Lénine a pris le pouvoir en ex-Russie avec très peu de monde, mais il savait où il voulait aller, comment y aller, et il avait une très bonne analyse des forces en présence et des fragilités de l'ennemi, etc. Et donc, en ce moment, grâce d'ailleurs à l'attentat qui est tombé à pic à Strasbourg, je dirais se sépare un peu le bon grain de l'ivraie chez les gilets jaunes, c'est-à-dire les gilets jaunes un peu fragiles et qui peuvent se contenter de peu, et qui croient encore peut-être aux élections et aux augmentations de salaire, et puis les autres qui savent vraiment qu'il faut changer de régime, il faut aller à la révolution, quoi. Et s'ils tiennent, à un moment donné, les forces de l'ordre les rallieront, parce que les forces de l'ordre sont épuisées de servir une élite qu'elles méprisent et qui les méprise. Et fatalement, si le combat continue, calmement, province, campagne, sans spécialement être spectaculaire, mais tenir le terrain, comme les Français ont tenu en 14 dans la guerre de position, les forces de l'ordre les rejoindront. Et d'ailleurs, il y a déjà des annonces. Puisqu'il y a l'acte 1 de la comment dirais-je, de la colère policière le 1er janvier, enfin début janvier. Et ça, c'est le moment révolutionnaire, c'est quand le pouvoir, terrifié par la colère du peuple, demande à la police de tirer sur la foule, et comment dirais-je, la police, l'armée, on a vu ça en 1907, 1909 en France, on a vu ça à l'époque du pop Gapon en Russie, je crois en 1905, ça a permis de la bascule plus tard. À un moment donné, les forces de l'ordre refusent de tirer sur la foule, ça fraternise, et là le pouvoir, il faut qu'il se sauve, parce que c'est une bande de petits merdeux, parce que excusez-moi, il suffit de regarder Macron, c'est pour être mon fils, et c'est un petit merdeux, quoi, illégitime, total, et à un moment donné, il a compris que il n'est plus protégé, il est seul avec sa petite bande de profiteurs, et il faut qu'il se sauve, quoi. Je veux dire, là, à un moment donné, c'est... je sais pas, il pourrait demander l'asile politique, peut-être en Arabie Saoudite, voilà, un truc comme ça. Mais il faut tenir parce que ça peut arriver. Et là, ça devient vraiment intéressant, parce que on redécouvre que la France est le pays des révolutions, d'une certaine manière, le pays de la politique, et on redevient enfin le phare, un des phares du monde, et on sort de cette séquence horrible qui est la séquence qui commence, à mon avis, à partir de l'éviction de De Gaulle, où c'est Giscard, Mitterrand, et puis derrière, Sarko, Hollande, où franchement, on a honte d'être français,
ces Français dont on nous dit en gros que leur avenir est effectivement d'être un parc à touristes, hein, et de se réduire à Top Chef, c'est-à-dire à la cuisine et au parfum. Hein, voilà. La France, c'est pas ça. Ok. Voilà. Alors certains parlent de vous comme le Maurras du XXIe siècle. Pas exagéré, en plus. Il y en a qui... Hein, j'ai entendu. Quels sont les principes et les idées de Maurras dans lesquels vous vous retrouvez? Est-ce l'empirisme organisateur tout court, votre dénonciation des 4 États confédérés ou autre chose? Moi, je ne vais pas mentir, je suis marxiste de formation, je le revendique toujours, mais à un moment donné, au lieu de mépriser comment dirais-je, Maurras comme le faisaient beaucoup de marxistes, je m'y suis intéressé, et j'ai trouvé ça très intéressant, et surtout c'était un autre continent intellectuel, c'était une autre manière d'approcher finalement les mêmes questions, hein, la question sociale, la question institutionnelle, et j'y ai trouvé beaucoup d'intérêt. Et là, j'ai découvert que d'autres gens y avaient trouvé de l'intérêt avant moi, notamment les gens du cercle Proudhon. Ça n'a pas donné grand-chose, mais c'était très intéressant de voir les nationalistes révolutionnaires discuter avec les monarchistes, les syndicalistes révolutionnaires, et puis les royalistes du nationalisme intégral. Hein, et moi, ce que j'ai toujours compris, et je ne suis pas sûr que tous les maurassiens l'aient compris, c'est que Maurras n'est pas un réactionnaire, c'est pas un type qui veut revenir à l'ancien régime, comme un noble de Coblence qui a été agacé par l'épopée révolutionnaire et napoléonienne, et qui vient pour récupérer son dû. C'est un type qui analyse les échecs et les contradictions de 150 ans, on va dire, de république, et qui dit qu'en fonction de ces échecs, ce qui est en fait une perte de prestige progressive de la France, hein, en réalité, il faut revenir à la monarchie, mais pas par nostalgie ou par désir de vengeance, mais comme solution post-républicaine. C'est-à-dire que le monarchisme de Maurras est un monarchisme post-républicain et pas anti-républicain ou pré-républicain. Et c'est en ça que c'est un penseur dialectique. Exactement comme à un moment donné un socialiste est socialiste parce qu'il critique les contradictions du capitalisme. Vous voyez, donc lui, il est post-républicain, ça c'est très intéressant. Et donc, d'une certaine manière, c'est pas un réactionnaire, il est à la fois progressiste et traditionnaliste. Vous voyez, et c'est en ça d'ailleurs qu'il peut dialoguer. Parce que moi, ce qui m'intéresse chez Maurras, c'est la question sociale. Hein. D'ailleurs, le catholicisme social et toutes ces choses-là. Et je pense que si on comprend bien ce que c'est que la France et ses différentes composantes, pour qu'à un moment donné, il y ait une réconciliation nationale, hein, c'est dont je parle, gauche du travail, droite des valeurs, il faudra que les gens qui sont issus d'une certaine manière du maurassisme, mais même en tant que, je dirais, que catégorie sociale, même s'ils n'en ont pas conscience, vous voyez, et les gens qui sont issus du marxisme, hein, c'est-à-dire les gens qui sont issus de la gauche sociale et les gens qui sont issus de la droite morale, d'une certaine manière, s'ils ne fraternisent pas et s'ils ne travaillent pas ensemble, la France ne trouvera pas de solution et sera dans un déchirement permanent dont beaucoup de salopards y ont intérêt. Donc, ce qui m'intéresse moi, puisque j'ai une formation marxiste et je m'intéresse au maurassisme, et je vois que les deux ensemble les deux additionnés, quelque part c'est très français, voilà, je me dis que je peux peut-être servir à ça demain, c'est effectivement réconcilier, je pensais tout à l'heure à Charles Gave. Charles Gave, pour moi, c'est la droite des valeurs, et en même temps, on pourrait même dire que c'est la droite du travail, c'est-à-dire que c'est un type qui vient de la droite libérale, mais qui a analysé toutes les contradictions du libéralisme de ces 30 dernières années, et qui garde un substrat moral, ce qui fait que c'est un patriote français, c'est pas un dégénéré, un décadent ou une ordure, hein, voilà, c'est pas Giscard, c'est pas Attali, voilà, et je pense que si un type comme Charles Gave peut discuter avec un type comme Étienne Chouard, vous voyez, et avec Soral, si je me mets à disposition aussi, la France peut redevenir le pays, je dirais, le phare, d'une certaine manière, le phare du monde de ce point de vue-là. Hein. C'est le pays qui accouchera de la synthèse politique qui peut sauver le monde par rapport à, effectivement, à l'efficacité libérale et en même temps à une hyper-violence et à ses contradictions actuelles, et le rêve d'égalité qui est quand même très très ancré chez les Français dès la monarchie, hein, à cause de la structure de la famille de l'Île-de-France, comme le dit Todd. Le roi de France est un roi de gauche d'une certaine manière, hein, je dirais, si je veux être un peu provocateur, ce que dit très bien Marion Sigaud, hein, et que par cette double tradition socialisme français et, comment dirais-je, pensée maurassienne, on va dire droite respectable, hein, la France et ses intellectuels français ont les outils
pour produire la synthèse, là on sera dans du Hegel, hein, la synthèse qui d'une certaine manière peut proposer la solution pour sauver le monde, enfin le monde occidental. Et ça c'est je veux dire, c'est là où la France retrouve sa place. Hein. C'est la France qui propose la solution politique pour le monde occidental. Hein. C'est ni la brutalité anglo-saxonne, ni le racialisme allemand. Hein. Et là, on redevient la grande nation. Voilà. Pas pour des raisons ni démographiques ni économiques, mais pour des raisons d'esprit. Et moi, je crois que la France peut redevenir la grande nation par l'esprit. Et c'est en train de se jouer maintenant. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je tenais à vous lire un petit mot du comité directeur de l'Action française. Allez-y. Alors, dans sa tradition, l'Action française a toujours eu le souci de rapports cordiaux avec tous ceux dont l'idée était de défendre la France seule. Vous faites donc partie des personnalités de premier plan dans la lutte contre l'anti-France et nous vous en remercions pour cet entretien que vous nous accordez. Eh ben, merci à vous. Eh ben, merci beaucoup.